Voilà, à toi. Bonjour à tous, bonjour à tous les camarades. Donc je me présente, je m'appelle Emmanuel Lépine et je suis le secrétaire général de la Fédération nationale des industries chimiques de la CGT en France. C'est une fédération syndicale qui regroupe 5 grandes branches, le pétrole, la chimie, l'industrie pharmaceutique, le caoutchouc et les matières plastiques. Alors effectivement, on a un avis à donner sur une analyse sur la situation en France depuis plusieurs années. Et cette analyse, c'est une analyse de classe, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'en France, comme dans la majeure partie de l'Europe, on subit une crise. Ce n'est pas une crise conjoncturelle. Certains nous disent que la crise actuelle, elle est due à la guerre en Ukraine ou bien à la reprise suite à l'année Covid, la reprise économique, donc qui aurait désorganisé les chaînes de production dans le monde, qui sont mondialisées, ou bien d'autres facteurs comme la crise climatique. Mais en fait, nous, on considère qu'on est dans une crise du système, notamment une crise de surproduction. Et donc, le capital, il est anarchique par substance. Et donc, cette crise, eh bien, ce sont bien sûr les travailleurs et les travailleuses qui la subissent. Parce que les classes dominantes sont y compris protégées par leur gouvernement. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui quand on voit ce qui se passe sur les questions de l'énergie en Europe. Eh bien, chaque gouvernement tire la couverture, comme on dit, à lui pour protéger sa bourgeoisie dans son propre pays, ce qui fait des tensions en Europe et aussi avec les partenaires capitalistes de l'Europe, notamment les États-Unis d'Amérique. Voilà. Alors, bien sûr, on subit l'inflation. Hein, il y a l'inflation des prix est subie par l'ensemble des travailleurs en Europe, et puis aussi les politiques d'austérité qui ont été mises en place par la Commission européenne, sachant qu'on considère que l'Union européenne, c'est tout simplement un cartel de capital, de capitalistes. C'est donc un instrument du capital, l'Union européenne. Et donc ces politiques d'austérité, elles se traduisent par des remises en cause des droits des salariés ou des citoyens, tout simplement, en matière d'assurance maladie, en matière d'assurance chômage, en matière de retraite, de protection sociale, bien sûr avec la casse des services publics, parce qu'on considère, enfin ils considèrent que les services publics sont un coût, alors qu'en fait c'est une richesse. Et puis aussi en matière de liberté syndicale, de liberté de se défendre, et on en a eu l'expérience récemment avec notre lutte dans le pétrole, qui donc s'est produite en France très récemment et qui continue d'ailleurs d'avoir lieu. Donc sur la situation économique et sociale, on a aussi à dire que quand on n'a pas d'analyse de classe, comme c'est malheureusement le cas de beaucoup de travailleurs et de travailleuses, eh bien, on cherche à ne pas échapper, en quelque sorte, on cherche à échapper au partage de la misère auquel on nous force, puisqu'il y a une classe qui s'enrichit, qui est très, très faible en nombre, minoritaire, mais qui s'enrichit de plus en plus au détriment de la majorité. Et dans la majorité, eh bien, quand on n'a pas d'analyse de classe, dans la majorité de la population, eh bien, on cherche des boucs émissaires et petit à petit, on glisse vers la rhétorique de l'extrême droite. On cherche donc des gens qui sont responsables sans chercher en quelque sorte l'analyse économique de classe. Et c'est ce que veulent les riches. Hein. Les riches non seulement volent les pauvres, mais veulent faire croire aux pauvres que ce sont d'autres pauvres qui les volent. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses. Et bien sûr, avec l'inflation galopante qu'on a subie en France comme dans toute l'Europe, nous avons eu besoin de réagir. Et c'est ce qui a été fait dans la branche pétrole. Alors pourquoi la branche pétrole? C'est un secteur stratégique. On considère, nous, dans notre fédération syndicale, que, eh bien, il y a besoin de mettre en place un processus de lutte qui se base sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Le pétrole, un certain nombre de services publics comme le ramassage des ordures ménagères, les questions de l'énergie, les ports, les transports, notamment les transports ferroviaires, les transports routiers,
Et donc, au moyen de ces secteurs stratégiques, nous avons les moyens donc de réveiller, d'impulser, d'amener de l'espoir dans les luttes, dans les autres secteurs qui, quand ils se mobilisent, sont beaucoup moins médiatisés. Et donc, cette lutte dans le pétrole, elle a commencé donc, sur des questions de salaire le 20 septembre. Et donc, suivi alors, sur un groupe qui s'appelle ExxonMobil, qui est un groupe américain. Et le 27, donc 7 jours plus tard, chez Total également, les raffineries se sont mises en grève. Et donc, avec un arrêt de production dans la plupart des raffineries, d'environ 70% de la production était arrêtée. Et du coup, bien sûr, la conséquence, c'est que ça a eu un impact très important sur l'approvisionnement. Il y a eu une bataille idéologique très intense, une bataille d'opinion. Les directions d'entreprise ont voulu faire croire à la population que les salariés du pétrole, eh bien, ils étaient extrêmement bien payés, ils n'avaient pas besoin d'augmentation de salaire. Et donc, ils n'étaient pas légitimes, en quelque sorte, à demander du salaire, alors que, bien sûr, ces groupes pétroliers, ils sont riches à milliards. Par exemple, Total a annoncé pour le premier semestre 18 milliards de dollars de bénéfices, simplement de bénéfices, une fois que tout a été payé. Et puis ExxonMobil, c'est le même ordre de grandeur, 18 milliards pour le premier semestre. Donc ce sont des groupes qui ont les moyens de payer le travail qui crée la richesse dans le groupe, dans les groupes pétroliers. Si les groupes pétroliers n'ont pas les moyens de payer leurs salariés à la bonne hauteur, à la qualification, eh bien, qui peut le faire? C'est-à-dire que plus personne n'est en capacité, si ceux qui font des milliards de bénéfices disent qu'ils n'ont pas les moyens, eh bien, ça veut dire que personne donc, ne peut avoir des augmentations de salaire et donc doivent subir l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix. Donc, bien sûr, c'est une bataille qui a été menée, qui est gagnante, parce qu'il y a eu des accords qui ont été octroyés, des mesures salariales. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais alors, non seulement ça a été gagnant, mais dans des conditions difficiles, puisque l'État français a mis en place ce qu'on appelle des réquisitions, c'est-à-dire l'obligation de travailler pour des travailleurs du pétrole, alors que c'est un secteur du privé, donc c'est illégal, mais n'empêche, les préfets de l'État ont bien mis en place des réquisitions, ont obligé des travailleurs, ils sont allés les chercher le matin à 6 heures devant leur famille pour les obliger à travailler, même s'ils étaient grévistes. Et donc ça, bien sûr, on l'a combattu juridiquement et aussi on l'a combattu politiquement, puisque eh bien, ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu une très grande émotion dans le monde du travail, d'une manière générale, dans beaucoup d'autres secteurs, parce que ces réquisitions, ce sont une remise en cause du droit de grève. Et le droit de grève, aujourd'hui, eh bien, c'est l'arme qui reste à la classe ouvrière pour se défendre face à ce qui se prépare, c'est-à-dire une très grande récession. Parce qu'on est déjà dans une position très défavorable, mais nous pensons que cela va s'empirer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une récession importante en France et en Europe. Et donc, il y a besoin de conserver des outils de défense du monde du travail. Et le droit de grève, eh bien, c'est l'outil le plus efficace historiquement pour se défendre contre la classe dominante. Donc, ces secteurs stratégiques, ces réquisitions, ont permis un peu un réveil du monde du travail. Et ce qui peut expliquer que le 18 octobre en France, eh bien, ça a été une grève et une journée de manifestation extrêmement bien suivie. Jeudi 27 octobre, c'est-à-dire donc demain, il y a donc un nouvel appel à une nouvelle mobilisation en France, suivie d'une autre date qui sera le 10 novembre. Donc le 10 novembre, avec l'entrée en grève d'un certain nombre de secteurs comme le transport public parisien, le métro, etc. Et donc, de toute manière, cette lutte, elle est à son début. Parce que cette lutte, elle a pour but d'augmenter les salaires, mais en fait, elle a pour but d'exprimer un rapport de force qui monte face à une attaque qui est globale. L'attaque, elle est absolument générale, et j'en viens à dire que dans cette attaque globale, il y a deux éléments qui sont très importants, qui sont d'abord, bien sûr, le rôle des travailleurs, mais aussi le rôle des jeunes.
Si on voit l'histoire sociale, on s'aperçoit que quand le monde du travail et la jeunesse se sont alliés dans les batailles, eh bien, ça a été des grandes avancées sociales. En France, on a des références. 1936, par exemple, le Front populaire, et puis, bien sûr, 1968, plus récemment, où là, il y a eu aussi de très grandes avancées sociales pour le monde du travail, mais aussi pour les jeunes, en termes donc de droits et puis de garanties collectives. Donc, moi, j'invite bien sûr l'ensemble du monde, enfin le monde de la jeunesse, à envahir les luttes. Et on a besoin de 109 en permanence dans les luttes. Parce que bien sûr, ce qui nous fait face, c'est une attaque globale. On doit organiser une riposte générale du monde du travail et de la jeunesse pour faire face à cette attaque globale. Et le deuxième aspect qui est extrêmement important, c'est bien sûr l'internationalisme. Pourquoi durant cette lutte donc des pétroliers, eh bien, on a reçu des dizaines de messages de soutien qui venaient d'organisations frères et sœurs, donc notamment de la FSM, puisque nous sommes adhérents de la Fédération syndicale mondiale en tant que fédération, la FNIC-CGT. Et donc, nous avons reçu ces messages de soutien et c'est extrêmement important quand on reporte ça dans les assemblées de grévistes, qu'il y ait ces motions de soutien qui arrivent. Et deuxième aspect de l'internationalisme, eh bien, si je dis qu'il y a une attaque globale, c'est donc bien dans le cas d'une crise du système, une crise systémique du capitalisme, eh bien, forcément, on a besoin d'une riposte globale également. Et on ne peut pas imaginer qu'on arrive à des grandes avancées sociales dans un pays sans qu'il y ait des répercussions dans les autres pays. Et c'est la raison pour laquelle la classe ouvrière doit s'organiser au niveau mondial. Le capital est organisé au niveau mondial. Il a mis en place depuis la Deuxième Guerre mondiale de nombreuses instances, notamment le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, mais également, je l'ai dit tout à l'heure, l'Union européenne, qui sont des instances. La Confédération européenne des syndicats est aussi une instance du capital. Avec à sa tête Laurent Berger, qui est un Français, qui est le secrétaire général de la CFDT, qui est le syndicat le plus réformiste qui existe en France, et donc un syndicat d'accompagnement des politiques patronales et donc qui vont contre le travail. Donc, dans ce contexte, bien sûr, on a besoin d'internationalisme et de mettre en place des instances, des collectifs, des organisations du monde du travail et de la jeunesse qui soient effectives. On a des idéaux, on sait ce qu'on doit aller chercher. On a un programme, donc aussi bien politique que syndical. On connaît la société dans laquelle on voudrait vivre et qu'on voudrait construire. Il faut donc que maintenant, une fois qu'on a une vision claire de nos objectifs, eh bien construire ou bien renforcer les organisations qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et donc c'est la raison pour laquelle nous militons pour, bien sûr, un élargissement de la FSM et du travail en commun avec notamment les organisations politiques et les organisations de jeunesse. C'est ce qu'on fait au quotidien. Et donc voilà ce que je voulais donner comme message. Je vive la lutte et puis on a cette assurance que de toute manière, à la fin, on va gagner. Bon, merci, j'arrête là.